Bonjour à tous et bienvenue. Le sommet Afrique-France du 8 octobre dernier fait encore couler beaucoup d'encre. Emmanuel Macron, hôte du sommet et seul chef d'État présent, avait convié de jeunes Africains, invités entre autres à débattre lors d'un panel. Mais pourquoi ce sommet interpelle une partie des populations sur le continent? Quel est le bilan de ce 28e sommet Afrique-France? On fait le point dans Ça fait l'actualité. Je vous propose d'écouter quelques réactions des populations au micro de Naomi Koussan. Ce sommet est déjà bien parce que ça peut aider certaines jeunesses. Il y a de l'espoir pour l'Afrique parce que les jeunes gens peuvent donner des idées aussi de l'innovation. Je crois que les jeunes gens ont pris une très belle initiative de dire la vérité. Aujourd'hui, l'Afrique souffre. Parce que si les Français, les Européens nous restaient avec nos biens, aujourd'hui, nous serons bien. Nous devons apprendre à nous gérer nous-mêmes. On a des intellectuels africains. Donc il faut que maintenant l'Afrique prenne sa responsabilité. C'est une bonne initiative. Ça a permis à ce qu'on dise ce qu'on pense à la France. Et bon, de là, à partir de là, il connaîtra notre position. L'innovation ajoutée à ce sommet-là cette année est vraiment bien vue. Parce que déjà, c'est des parties civiles qu'on a ajouter, parce que c'est nous qui vivons les choses, c'est nous qui vivons le quotidien, tout ce qui se passe, les lois qui sont prises par les chefs d'État. Donc aujourd'hui, nous donner la parole va permettre de pouvoir mieux cibler les problèmes. Il y a de l'espoir, il y aura un changement de la France vis-à-vis de l'Afrique. Il faut que la France sache que nous sommes vraiment indépendants. Et si on doit coopérer, il faut qu'on doit faire une coopération de façon mutuelle. Pour une fois, l'Afrique pourrait décoller. Donc moi, je pense absolument que si nous voulons que l'Afrique aille de l'avant, il faille absolument qu'on échange concrètement, en toute franchise, avec la France. Mine de rien, on ne peut pas se départir tout de suite d'elle, puisque nous sommes liés étroitement. C'est une première, les jeunes gens ont dit la vérité directe, ce qui va permettre à l'Afrique de booster, parce que s'il ne passait pas par là, peut-être qu'il y avait des sujets tabous qu'il n'allait pas maîtriser. La ville de Montpellier a accueilli ce vendredi 8 octobre le 28e sommet Afrique-France, présidé par Emmanuel Macron, mais sans aucun autre chef d'État. Pas moins de 3000 participants de la société civile, issus de 54 pays, étaient attendus pour évoquer les enjeux majeurs des relations entre la France et le continent africain. Les débats et discussions étaient articulés autour de 5 grandes thématiques que sont l'engagement citoyen, l'entrepreneuriat et l'innovation, l'enseignement supérieur et la recherche, la culture et le sport. Sans oublier les interventions remarquées, parfois sans concession, de certains panélistes. Alors quels étaient les enjeux de ce sommet? Que faut-il retenir de cette rencontre? On en parle avec l'éditorialiste Aristide Kenda. Bonjour et bienvenue. Bonjour Fatim, bonjour à tous vos nombreux téléspectateurs à travers le monde. Merci pour eux. Et en face de vous, le journaliste Wakili Alafé, aussi directeur général de l'Intelligent d'Abidjan. Bienvenue. Merci, bonjour. Alors, messieurs, la présidence française assume d'avoir clairement évincé les autres chefs d'État pour mener des discussions directes auprès de la jeunesse africaine. L'Élysée estime qu'un chef d'État face à 54 autres chefs d'État est un format obsolète. Que pensez-vous de cette initiative qui, décidément, a fait couler beaucoup d'encre? Ce n'est pas un mauvais a priori comme initiative, mais il ne faut pas dire que le format un chef d'État avec 54 autres chefs d'État est obsolète. C'est inédit peut-être, mais quelle efficacité? C'est aussi la question qu'il faut poser. C'est bon d'innover, c'est bon de faire autre chose, mais la société civile peut aller en France parler avec la société civile. Les jeunes peuvent aller en France parler avec les jeunes en France ou ailleurs. Est-ce que le président Emmanuel Macron doit parler directement avec cette jeunesse, cette élite africaine, sans revenir aux décideurs, les vrais? Parce que ceux-là, c'est les influenceurs, c'est la société civile. Ils ne décident pas, les décideurs. Bon, on peut encourager les innovations, les initiatives nouvelles, mais il ne faut pas faire croire que, même si les autres concepts n'ont pas toujours marché, que ce qui est là va être la solution, quoi. Mais certains y ont vu, disons-le clairement, du mépris à l'égard des chefs d'État africains. Qu'en pensez-vous, Aristide? Je ne peux pas aller jusqu'à parler de mépris. C'est surtout que
le président français pense, depuis qu'il a pris le pouvoir, qu'il faut changer la relation France-Afrique. Et c'est même pour ça qu'il change l'appellation. C'était avant France-Afrique. Maintenant, il dit Afrique-France. Je ne sais pas ce que ça va changer. Ça, c'est dans la forme. Une autre forme, c'est le fait d'avoir choisi les jeunes, comme a dit Alafé Wakili, des jeunes, la société civile, des influenceurs, des intellectuels, des sportifs, des entrepreneurs. C'est dans l'intérêt de la France, dans l'intérêt du président français, parce que les décisions des États sont déterminées par leurs intérêts permanents. Et on sait que la France est un peu secouée sur le plan international, sur le positionnement géostratégique et même géopolitique, notamment avec l'échec de la vente des sous-marins français en Australie, et ensuite surtout la perte de pied en Centrafrique et ce qui se passe en ce moment au Mali. Donc moi, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut être... Moi, je ne suis pas dans le French bashing. Moi, je suis un francophile, mais simplement, j'estime que le fait d'avoir choisi ces jeunes sans qu'on ne comprenne comment on les a choisis, c'est ça qui a posé problème chez les jeunes, parce qu'il y a un problème de légitimité. Ces jeunes qui vont ont de la valeur. Nous avons des compatriotes, des Ivoiriens qui sont là-bas, qui sont des gens très valeureux, mais simplement on se demande, c'est ça qui a posé problème en fait. Ce n'est pas le dialogue qui pose problème. C'est leur parler de légitimité, c'est-à-dire ils n'étaient pas représentatifs de la société, vous ne vous sentez pas du tout représentés par les personnes qui ont été présélectionnées ou cooptées? Ils peuvent être représentatifs, hein, ils le sont assurément. Maintenant, la question, c'est le mode de sélection. Si le mode de sélection n'est pas démocratique, n'est pas transparent, n'est pas connu, quelle que soit leur qualité, ça peut... Voilà. Aristide est parti au Rwanda, il a eu un prix. Moi, je peux aller au FESPACO prochainement pour des événements, mais maintenant, est-ce que je peux dire je suis mandaté par l'ensemble des cinéastes ou des acteurs culturels? Est-ce que lui, il représentait quand il va au Rwanda ou autre? Est-ce qu'il est représentatif? Est-ce qu'il représente? Est-ce qu'il est mandataire? Est-ce qu'il a été mandaté? Qui l'a mandaté? Il y a eu des cooptations. Ils sont brillants. On ne remet pas maintenant pour l'avenir, pour les décisions à venir et pour les éditions à venir. Il faut mettre en place un processus de désignation transparent et connu des représentants de l'Afrique. Il y aura peut-être 3000 la prochaine fois. Il faut un processus transparent, connu, public et démocratique, et non peut-être par cooptation, par des missions économiques, des missions diplomatiques ou des experts qui vont identifier selon que, voilà, l'on prend des positions à la télé, sur les réseaux sociaux. En théorie, ce que vous dites est certainement juste, mais dans la pratique, on va pas en finir. Si on doit faire des élections, élire des représentants... Non, pas des élections. On met en place des mécanismes de transparence et de sélection. On donne des profils des leaders par secteur d'activité, les 5 thématiques, citoyenneté, développement, etc., etc. On met en place des thématiques et puis on fait des consultations plus ouvertes et non peut-être des cooptations simples. Et bien sûr, les gens vont se dégager au fur et à mesure. Le problème qui se pose, Fatim, c'est que tout part d'un article de Achille Bembe dans un journal international après la sortie du président Macron à Ouagadougou. Et donc le président Macron l'appelle pour lui dire, parce qu'il avait dit dans cet article, le président Macron parle de ce qu'il ne sait pas, il ne connaît pas bien l'Afrique. Le président Macron lui dit donc, viens, fais-moi des propositions, et c'est comme ça que naît cette idée. Mais après, on ne sait pas ce qui s'est passé entre-temps. On nous dit qu'il a visité 12 pays, on ne sait pas comment il a fait pour sélectionner, mais seulement on ne remet pas en cause la valeur intrinsèque de tous ceux qui sont... Mais justement, pour avoir accepté de préparer le sommet Afrique-France à la demande du président français Emmanuel Macron, l'historien et politiste camerounais, donc Achille Bembe, dont vous parliez à l'instant, s'est retrouvé sous le feu des critiques, ainsi que les intervenants et panélistes. Pour quelles raisons, selon vous ? Pourquoi les gens sont aussi virulents? On parle parfois même de traîtrise. Ils ont trahi qui? Non, on ne va pas jusqu'à la traîtrise. Le problème, c'est que, Fatim, nous sommes dans le champ politique. Et c'est un champ démocratique. Et la démocratie, ce qui confère la légitimité, c'est le suffrage. C'est-à-dire que vous devez être représentatif
à partir d'une certaine légitimité. Ce n'est pas seulement sur le plan intellectuel. Achille Mbembe, c'était un intellectuel de haut vol. Vous savez, il a enseigné à Harvard, il a écrit beaucoup de livres, mais il s'est focalisé sur l'aspect intellectuel, l'aspect... Ce n'est pas seulement que ça. Il faut qu'on se réapproprie notre propre regard sur la force du discours dont nous sommes porteurs. Et cette force du discours, c'est un discours qui s'appuie sur des valeurs fondamentales, sur des valeurs culturelles, même culturelles. À partir de ce moment, il faut revenir aux fondamentaux. Revenir aux fondamentaux, c'est que la démocratie veut que la légitimité parte des suffrages. Donc, ceux qui doivent aller doivent être, comme a dit Alafé, à partir d'un processus qui soit ouvert, transparent. C'est la transparence qui a manqué, en fait. Voyez-vous, il y en a qui peuvent y voir de la jalousie, le fait de ne pas y avoir été convié. Ce n'est pas exact, pas du tout les critiques. Mais ça pose à nouveau le problème. C'est quelque chose qui a été préparé sur 6 mois ou sur 1 an. Mais le sentiment qu'on a eu, c'est qu'il n'y a pas eu, avant l'événement, de débat dans nos pays et en Afrique. On devait même faire des rencontres pour s'interroger sur l'opportunité, au-delà de qui va, sur l'opportunité d'y aller, sur l'opportunité de s'associer à cette vision nouvelle de la France. Et on devait, nous jeunes, ou du moins nous acteurs de la société civile, nous leaders d'opinion, nous interroger sur la pertinence d'y participer. Lorsqu'on a validé la question entre nous dans nos débats, on dit maintenant qui va y participer, comment allons-nous y aller? Est-ce qu'il y a eu ce débat dans nos pays? Est-ce qu'il y a eu ce débat dans les 54 États africains? C'est ça la question. Mais en même temps, on ne peut pas manquer de poser cette autre question. Est-ce que l'Afrique existe? Alors, mais je voulais ajouter quelque chose. On a réuni 3000 représentants de l'Afrique, dit-on, mais c'est 54 États africains. L'Afrique n'existe pas. C'est ça aussi le problème. Et on n'a pas abordé cet aspect de la question. Et je voudrais revenir sur un dernier point tout à l'heure qui me paraît important. Si vous le permettez, je profite, puisque j'ai la parole. Il ne faut pas avoir peur même des Zemmour africains. Les gens qui ont les discours radicaux. Je pense que ce sommet-là, il ne faut pas avoir peur d'y inviter les Kémy Séba et tout ce qui ressemble à ça. Alors justement, il faut faire le débat même avec eux. Il faut les confronter à leurs convictions. Mais vous pensez sérieusement que Kémy Séba aurait accepté une rencontre avec Emmanuel Macron? Qu'il refuse, il emporte la responsabilité historique. Tu parles, vous critiquez, vous dites non. On dit voici une tribune pour discuter, pour changer, et on vous invite, vous boycotter. Nathalie Yam, le CFA, venez, on parle, venez, on discute. Vous n'allez pas refuser de venir en France et puis dire de venir discuter en Russie ou dans un autre pays. Il faut les inviter, les laisser assumer la responsabilité de leur boycott. Il ne faut pas les exclure. Donc il fallait ouvrir le panel à des gens plus radicaux, peut-être dans leur vision. D'ailleurs, eux n'ont pas porté certains discours, mais il y a des jeunes qui ont tenté d'être aussi radicaux qu'eux. À quoi on obtient pour être plus précis, pour compléter ce que dit Alafé sur ce que les gens pourraient penser que nous ne sommes peut-être pas très contents d'y avoir pas été, je vous assure, quand j'ai su qu'Arthur était là-bas, parce que je partage au même plateau que lui sur une autre chaîne télé, mais j'étais tellement content, j'ai même liké, j'étais très heureux de le voir. Mais simplement, ce qu'ils n'ont pas, eux aussi, accepté, c'est qu'on puisse leur dire non, on ne comprend pas. Parce que quand il y a eu le lever de bouclier, il fallait qu'il ait une attitude beaucoup plus calme. Ils ont voulu nous forcer à accepter que cette démarche est bonne. Non, on dit, nous sommes dans la démocratie, nous sommes dans le débat. S'il y a des observations à faire, il faut aussi accepter qu'il y ait des observations. Maintenant, quand on passe la forme, mais je pense que, comme dit Alafé, il faut débattre. Il faut appeler tout le monde pour débattre, même ceux qui sont les plus virulents. Justement, ces jeunes Africains invités à débattre avec le président lors du panel l'ont parfois bousculé en l'interpellant sur des questions liées au franc CFA, au Sahel, à la France-Afrique, ainsi qu'à l'aide au développement. Est-ce qu'ils n'ont pas finalement dit tout haut ce qu'une majorité silencieuse pense tout bas sur ce continent? Malgré ça, on dit qu'ils sont traîtres. Peut-être parce qu'on considère qu'ils ne sont pas tous légitimes. Parce que, d'ailleurs, ils sont allés dire certains discours, mais est-ce que c'est le discours de tout le monde? Il faut qu'il y ait de vrais débats et qu'on dégage de vraies opinions avec des indicateurs démocratiques. Moi, j'assume, comme il a dit, je n'ai pas de problème avec la France. Parce que je me dis, si ce n'est pas la France, ça va être les États-Unis, la Chine, la Russie ou autre. Moi, j'assume. Je n'ai aucun complexe vis-à-vis des autres. Et c'est pour ça que je suis prêt pour le débat.
Et donc, quand on voit certains qui sont partis pour bien faire aussi et qui font des critiques, que nous tous, on n'accepte pas. Certaines critiques, on n'est pas d'accord, mais on veut le débat. On veut le débat avec ceux qui ne sont pas d'accord, mais ils n'étaient pas obligés de porter certaines critiques virulentes. Il faut laisser ceux qui le font d'habitude aller le faire. Il faut laisser l'original aller le faire et non des gens délégués qui ne sont pas connus pour leur posture sur ces questions dans la vie de tous les jours et qui deviennent des porte-parole pour des questions précises. Pour un sommet, le temps d'un sommet. Mais est-ce que justement... qu'ils vivent ça tous les jours, comme les autres? Matin, midi, soir, ils disent non à la France. Matin, midi, soir, ils veulent tout changer. Pas le temps d'un sommet. C'est avec ces gens-là qu'il faut aller parler. Oui, parce qu'il y a des gens, leur profession, c'est anti-France, matin, midi, soir. C'est des professionnels de l'anti-France et de la France-Afrique. C'est avec ces gens que la France doit parler. Mais justement, est-ce que face au sentiment anti-français grandissant, on le voit dans toute l'Afrique francophone notamment, est-ce que Macron, en voulant faire ce débat, a fait preuve de courage? Était-ce vraiment une prise de risque ou c'était finalement un marché de dupes, à savoir un gros coup de com' pour la France? Non. En posant les questions, franchement. Absolument, vous avez le droit, Fatim, de poser la question, mais ce n'est pas un marché de dupes. Oui. Je crois que dans la démarche d'Emmanuel Macron, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, on sent une décrispation, on sent il est décomplexé. Vous avez vu comment il parle avec les jeunes filles. Il dit, mais vous me demandez d'être courtois, mais je suis courtois, ce qu'on fait depuis, c'est la courtoisie. Vous me dites ce que vous avez à me dire et je vous dis aussi ce que j'ai à vous dire. Quand il dit, par exemple, à la jeune fille, quand vous vous plaignez que vous n'avez pas besoin que le Mali devienne comme la Libye, mais moi aussi, quand je vois les parents des soldats tomber, je m'adresse à eux. Donc, il y a cet équilibre qu'il a. Mais simplement, Fatim, le véritable problème que ça pose, c'est que les Africains donnent l'impression, ça c'est de façon générale, qu'ils ont un disque dur qui est stable, qui est stoppé. Et que tout le temps, il faut leur dire, ils ne sont pas proactifs. Or, on ne peut être proactif que lorsque, ce qu'elle a fait dit, lorsque de façon quotidienne, nous posons le débat entre nous, nous discutons entre nous, nous échangeons entre nous et nous trouvons un langage commun. Pourquoi? Parce que justement, il faut une résilience démocratique. Il faut que nous réalisons par nous-mêmes et que nous n'essayons pas de donner des leçons aux autres. Ensuite, qu'on essaie de vaincre la corruption, parce que c'est ça le vrai sujet. Et penser grand. Mais est-ce que vous pensez que dans cette démarche où les gens vont simplement pour s'attaquer et parler de façon virulente au président français, peut nous amener à nous réapproprier notre propre regard sur la force du discours dont nous sommes porteurs? Je ne pense pas. Si vous permettez, justement, je voudrais, sans forcément interroger les batteries immatérielles et les batteries matérielles. Ah oui, si vous, surtout pas. Je veux dire, ce schéma-là, ce format à Montpellier aussi nous interpelle quand on vient en Afrique. 3000 jeunes, ça peut être en Côte d'Ivoire, ça peut être au Mali, au Sénégal, avec leur président. Ces 3000 jeunes, combien ont déjà rencontré les présidents de leur pays? Ils s'en vont, ils rencontrent le président d'une puissance, la France. Mais combien parmi eux ont déjà passé une journée ou quelques heures avec les présidents de leur pays, échangés? L'une des leçons de ce sommet, c'est ça. Créer ces cadres-là dans nos pays. Ah voilà, j'allais vous dire à qui la faute. Une demi-journée. À qui la faute? Où ces mêmes jeunes-là, ou d'autres jeunes, viendraient avec, pas seulement les ministres, le Premier ministre, avec les présidents pour poser les problèmes comme ils les ont posés avec le président Emmanuel Macron. S'il y a quelque chose de positif que je voudrais retenir, c'est ça. Créer ce genre d'espace, d'opportunités en Afrique même, et non aller à Montpellier, en France, pour réaliser ce type d'échange. Mais finalement, s'il fallait retenir quelque chose de ce sommet, ça serait quoi pour chacun d'entre vous? Est-ce que déjà, on a appris quelque chose sur le continent africain qu'on ne savait pas déjà? Et surtout, est-ce que même Emmanuel Macron a réellement appris quelque chose grâce à ce sommet qu'il ne savait pas déjà lui-même? Moi, je pense qu'il y a eu un piège. Il y a un piège qui n'était pas un piège tendu à l'avance, ce n'était pas prémédité. C'est-à-dire que voici des jeunes qui, devant le président français, disent qu'ils ne veulent plus de l'aide. Ils ne veulent plus, parce que l'aide tue le développement, à leur avis. Et ensuite, à la fin, le président français, qui avait déjà prévu de donner 30 millions d'euros pour la démocratie, ils acceptent quand même. Et c'est contradictoire. Donc, c'est un piège
Les jeunes sont tombés dans leur propre piège. Je pense que c'est là qu'il fallait dire non, parce que moi, principalement, moi particulièrement, je trouve qu'il faut totalement dire non. Si on dit non à l'aide, qu'on dit non à toutes les aides. Oui, mais dans ce cas, il fallait dire non aussi à l'invitation, alors, si on veut rester dans votre logique. On vient pour débattre. On vient pour débattre et refuser les solutions proposées. Non, la solution, c'est pas donner 30 millions d'euros pour la démocratie. Alors, déjà répondez, vous avez appris quelque chose? Est-ce que le président français a appris quelque chose? Qu'est-ce qu'on retient de ce sommet? Ce qu'on retient, c'est qu'on a appris que tout le monde n'est pas content de la nature des relations France-Afrique ou Afrique-France. Peu importe ce qu'on mettra avant, ça peut nous flatter que ce soit l'Afrique avant la France maintenant. Et puis le concept connoté France-Afrique disparaît. Mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Chacun a dit ce qu'il pensait. Des suggestions ont été faites pour que ça change. Mais combien de temps faudra-t-il pour changer? Et puis qui change? C'est les chefs d'État qui n'étaient pas au banquet cette fois-ci qu'on n'a pas vu. C'est eux qui changent. Mais justement... Est-ce que les jeunes sont assez forts pour revenir et s'engager dans la vie sociale, dans la vie économique, dans la vie culturelle et dans la vie politique pour être des porteurs de cette vision nouvelle du changement? Mais quelle vision nouvelle d'ailleurs? Dans les urnes, qu'est-ce que ça va donner en termes de changement et après? C'est des partenariats, des relations que nous devons assumer, que nous devons endosser, parce que si ce n'est pas la France, ce sera d'autres pays, d'autres puissances, jusqu'à ce que nous, un jour en Afrique, nous soyons suffisamment forts au niveau continental ou dans chacun de nos pays, suffisamment forts pour faire nous seuls ce que nous souhaitons, en faisant aussi aux autres ce qu'on refuse qu'ils nous fassent actuellement. Voilà la réalité. C'est le rapport des forces dans le monde. Alors, le président Emmanuel Macron a annoncé donc à l'occasion du sommet Afrique-France la création d'un fonds d'innovation pour la démocratie en Afrique avec une gouvernance indépendante ainsi que plusieurs initiatives culturelles. Et ce fonds doté de 30 millions d'euros sur 3 ans doit aider les acteurs du changement, notamment sur les questions de gouvernance et démocratie. Qu'est-ce que cela vous inspire? Certains, très honnêtement, parlent d'un fonds de déstabilisation des États africains. Voilà. Non, mais certains le disent. Non, c'est pas ça, Fatih. Comment vous l'interprétez? Je voulais compléter tout à l'heure pour dire que lorsque Arthur est chargé de porter, de dire le discours de la vision de 2030, je crois que c'était le moment fort. C'était un moment très fort parce que, justement, il était question de lancer la vision de l'Afrique pour 2030. Mais sauf que, comme dit Alafé, mais est-ce qu'eux, ils ont les manettes, ils ont les coudées franches pour implémenter ça en Afrique? Parce qu'ils n'ont pas le pouvoir de le faire. Sur le fond. Sur le fond. Maintenant... c'est un fonds de déstabilisation? Non, parce qu'il dit que c'est une gouvernance indépendante. Donc, on va passer par les ONG. Oui. Ensuite, ce qui se passe, c'est que quand on regarde bien l'Afrique, je viens du Rwanda, et lorsque le RPR prend le pouvoir, il chasse toutes les ONG. Il chasse les ONG. Or, aujourd'hui, on veut passer par les ONG pour redonner la démocratie. Et ça leur a réussi. Hein. Parce que qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donc voulu se réaliser par eux-mêmes. Et donc, ils ont pu, au bout de 2 décennies, réaliser donc, ce qu'ils ont réalisé. Pour vous refuser toutes les aides extérieures? Ce n'est pas un fonds pour déstabiliser. 30 millions d'euros, c'est dérisoire. On ne peut pas déstabiliser avec. Et puis, c'est pour 54 pays à l'échelle du continent. C'est un montant dérisoire. Ça fait en CFA à peu près 20 milliards. C'est dérisoire. On déstabilise ce qu'il y a avec. Il y a beaucoup de choses à... Ça ne peut pas déstabiliser. 1. Et puis 2, ce n'est pas de ça l'Afrique a besoin. Ce n'est pas 30 millions, on a besoin d'autre chose. On a besoin, l'innovation de la gouvernance de la démocratie, on n'a pas besoin de financer à ce niveau. On a besoin de sensibiliser les élites actuelles, les décideurs actuels, sur le respect des bonnes pratiques, sur le renforcement de la gouvernance. Les jeunes, on a besoin de leur inculquer des valeurs civiques et citoyennes, de la citoyenneté. Donc je ne crois pas que ce soit une affaire de 30 millions, c'est un système éducatif à renforcer, c'est un système sanitaire à améliorer, c'est inculquer des valeurs d'intégrité, de refus de l'enrichissement illicite, de l'enrichissement rapide. C'est petit, c'est des choses basiques, ce n'est pas du miracle et je ne pense pas que c'est 30 millions qui suffiront à régler ça. C'est des questions de base, certes, mais c'est des questions fondamentales. Voilà. Alors, on n'a pas besoin de détour à Montpellier pour ça. Alors l'élection présidentielle qui doit se tenir au printemps prochain en France interviendra ainsi à un moment où Emmanuel Macron apparaît en difficulté sur de nombreux dossiers internationaux, notamment le continent africain. Est-ce que ce sommet inédit sur sa forme participe à sa campagne présidentielle
ou vous pensez qu'il n'y a pas de lien de causalité? Ou est-ce qu'il bat campagne aussi? Avant de revenir très rapidement, hein, quand je parlais de la vision 2030, elle était plus importante. Oui, c'est très important. Elle était plus importante même que les 30 millions d'euros. Parce que dans la vision 2030, il y a les échanges entre les universités africaines et européennes. Et Arthur a beaucoup insisté là-dessus. Et ça, c'était plus important à nos yeux. Maintenant, pour revenir sur la campagne l'année prochaine en France, les présidentielles en France, le sentiment qu'on a, et que le président Macron soit en difficulté, surtout sur les pays africains, c'est une erreur qu'il commet sans faire exprès. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour la Centrafrique d'abord, c'est que lorsque le président Touadéra demande d'abord au président Hollande de lui fournir des armes parce que la mission Sangaris prenait fin, le président Hollande part sans résoudre le problème et il va voir Macron qui lui dit non, il faut que tu ailles voir la Russie parce que la Russie met un veto. Et c'est le fait d'aller vers la Russie par la demande du président Macron qu'aujourd'hui Touadéra se retrouve dans les mains de la Russie. Donc ça le fragilise énormément sur le plan de la politique extérieure. Donc pour se rattraper, je pense qu'il a voulu recréer, réchauffer, c'est pour ça qu'il parle de resynchronisation des relations entre l'Afrique et la France. Donc sur le plan des présidentielles l'année prochaine, c'est vrai que la politique extérieure de la France compte beaucoup pour les élections présidentielles, mais c'est quelque chose qu'il essaie de rattraper à travers ce nouveau partenariat qu'il veut créer à travers les jeunes. Donc par rapport aux enjeux de politique intérieure à la présidentielle à venir, je ne crois pas que ce soit un grand impact, mais il ne faut pas oublier qu'il devait y avoir Bordeaux avant Montpellier. Puis, bon, Bordeaux, il y a eu Covid, ça ne s'est pas déroulé, le format a changé ensuite, etc. Donc, c'est des initiatives qui sont préparées à l'avance et programmées. Donc, je ne pense pas, au-delà du coup de com', que ce soit pour un enjeu immédiat de politique intérieure, parce que l'impact de cette question-là n'est pas très fort par rapport au choix des Français au moment du vote. Puisque, de toutes les façons, sur la question de l'influence de la France, du poids de la France à l'étranger, de la défense des intérêts de la France, il y a une sorte de consensus et de convergence entre tous les candidats. Il n'y a pas un candidat qui viendra, qui va mettre au cœur de la campagne, dire dès que je suis élu, je fais rentrer la France, on arrête, on coupe tout. Bon, peut-être Jean-Luc Mélenchon, mais c'est un autre débat. Ça. Oui, il le dit, mais... Parce qu'il n'est pas encore en responsabilité. Mais parce qu'il n'est pas encore aux affaires. Il ne le fera pas. C'est noté. Même Trump qui voulait certainement dans d'autres pays, les gens qui ont voulu, ils ont dosé après. Mais juste pour compléter sur le sujet, il n'aura pas trop de difficultés. Vous savez pourquoi? Ce sera le même problème, ce sera le même cas de schéma que lorsqu'il y avait Le Pen au deuxième tour. Parce qu'aujourd'hui, Éric Zemmour monte dans les sondages, on l'annonce au deuxième tour. Or, un Zemmour au deuxième tour, vous allez voir que la France, qui est une France des valeurs, va donc se regrouper autour de celui qui ne peut pas porter des valeurs d'exclusion, de xénophobie radicale. D'accord, monsieur, ce sera l'occasion d'en reparler avant l'élection présidentielle française. C'est la fin de cet échange. C'est fini comme ça? C'est fini. Les batteries sont mortes. Les batteries sont mortes. Les matériels. C'est la fin. Merci à vous pour votre participation. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur RTI 1.